Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, un mouvement de grève d'ampleur touche plusieurs sites de l'entreprise Sanofi, dont celui d'Ambarès, près de Bordeaux, et de Val-de-Reuil. Ce mouvement de grève a été reconduit au sein des sites Sanofi, dont une partie des personnels réclament toujours des revalorisations salariales ainsi que la titularisation des 2/3 des contrats précaires. En 10 ans, Sanofi a perçu plus d'1 milliard d'euros d'aides publiques de l'État via le CIR et le CICE. Ce sujet est donc au carrefour de plusieurs problématiques préoccupantes. La pénurie de certains médicaments, d'une part, et les superprofits et logiques financières, d'autre part. Sanofi est en effet entré dans une logique financière malsaine au lieu de se concentrer sur son métier de recherche et de production de médicaments. Elle avait déjà choqué en poursuivant ses licenciements alors qu'elle réalise des profits importants. À l'été 2022, c'était l'annonce de fermeture du site de recherche et développement de Chilly-Mazarin avec ses 1600 emplois. Avant cela, en 2020, il y a eu la fermeture du site de Vitry-Alfortville, spécialisé dans les biotechniques, dans les biotechnologies, dans la bioproduction et la sécurité des médicaments. De la même manière, pendant cette crise sanitaire, des grands espoirs avaient été placés avant d'être cruellement déçus dans la capacité de l'entreprise de produire un vaccin viable. Ma question sera donc simple. Quelle contrepartie le gouvernement entend exiger de l'entreprise Sanofi en matière de maintien de l'emploi, de juste répartition des profits envers les salariés et d'investissement dans la recherche et la production des médicaments dont notre pays a cruellement besoin? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Alain David, vous m'interrogez sur un conflit qui affecte aujourd'hui une partie de l'entreprise Sanofi, y compris, vous l'avez dit, dans votre circonscription, au sujet des salaires. Donc je voudrais commencer par rappeler à l'Assemblée nationale une étude qui a été publiée aujourd'hui et qui a été mentionnée par les Échos, qui dit que la France est le meilleur élève du pouvoir d'achat en Europe. Entre 2019 et 2022, le pouvoir d'achat en France, mesdames et messieurs les parlementaires, il a augmenté d'1,5%, alors qu'il stagnait en Allemagne et qu'il baissait en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Cela pour vous rappeler que grâce aux mesures notamment ayant été votées par cette majorité, l'inflation est aujourd'hui plus faible en France qu'elle est nulle part ailleurs en Europe. Et grâce aux efforts des entreprises qui ont continué à créer de l'emploi, le pouvoir d'achat des salariés français a progressé. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'arrêter là? La réponse est évidemment non. Et moi j'engage, comme le gouvernement dans son ensemble, les chefs d'entreprise à se saisir des outils qui là encore ont été votés par cette majorité. Je vous rappelle que cette majorité cet été a voté le triplement de la prime de partage de la valeur, dont en quelques mois, plus de 730 000 salariés, j'y viens, ont bénéficié. L'intéressement à la participation, là encore voté par cette majorité, c'est 60% de bénéficiaires en plus. Et pour les salaires, monsieur Peu, puisque vous me relancez là-dessus, vous le savez, même si je ne souhaite en aucun cas m'immiscer dans des négociations salariales particulières, vous le savez, monsieur le député, Sanofi a proposé une hausse des rémunérations pour l'ensemble des salariés en 2023 de plus de 7%. Une partie en salaire, une partie en prime, justement, votée par cette majorité. J'engage les partis de Sanofi à poursuivre cette négociation, dont j'espère effectivement qu'elle sera conclusive. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le 27 mars 2017, la France adoptait une loi pionnière dans le monde, la loi Devoir de vigilance, qui levait le voile juridique hypocrite qui séparait les donneurs d'ordre des multinationales de leurs filiales et de leurs sous-traitants. Depuis cette date, cette idée n'a cessé de faire école, dans l'opinion publique déjà, avec un cercle parlementaire transpartisan désormais pour le 3e mandat consécutif et avec une résolution adoptée, proposée par le groupe socialiste et adoptée le 20 janvier à l'unanimité dans cet hémicycle. Cette loi a progressé géographiquement en Europe avec l'adoption par les Pays-Bas et l'Allemagne en 2021 d'une loi équivalente. 5 autres pays suivent la même voie et le 23 février de cette année,
un projet de directive a été proposé par la Commission européenne. Madame la Première ministre, vendredi 1er décembre, dans quelques jours, c'est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement qui prendra position sur la proposition de la présidence tchèque en vue d'adopter une directive qui sera ensuite soumise au trilogue européen. Il convient que cette loi soit la plus forte possible. Ce n'est pas une loi d'apparence, c'est une loi pour les enfants des mines de cobalt et des champs de cacao. C'est une loi pour les peuples de l'Amazone et les paysans sans terre. C'est une loi pour les ouvriers ouïghours en travail forcé dans les camps d'internement chinois. Cette loi, Madame la Première ministre, pour qu'elle soit forte, la France doit la porter. J'aimerais que vous puissiez clarifier la position de la France dans ces négociations autour de 3 questions. Le périmètre d'abord. Celui des entreprises comprendra-t-il les filiales au sens de la loi française? Les banques sont-elles incluses dans ce dispositif? Deuxième question, la question de la chaîne de production sera-t-elle portée en amont et en aval à travers les donneurs d'ordre? Cette loi prendra-t-elle en compte les préjudices écologiques au sens du préjudice du 1947? Enfin, la responsabilité civile sera-t-elle au cœur de ce dispositif? Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Potier. L'Europe est d'abord une communauté de valeurs. C'est ce qui en fait un projet politique et pas seulement économique. Et cela doit se refléter pleinement dans les règles que nous établissons au sein de notre marché intérieur ou dans nos relations commerciales avec le reste du monde. Alors les exigences en matière sociale, en matière environnementale et bien sûr aussi concernant les droits humains doivent être au cœur des législations que nous adoptons au sein de l'Union. On ne transige pas sur les droits et les valeurs. C'est cette approche qui est au fondement de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité que la Commission a proposée fin février et qui est en cours de négociation. C'est pourquoi je le dis sans détour, nous sommes en faveur de cette directive. Nous soutenons ce texte parce qu'il favorise un comportement durable et responsable des entreprises tout au long de leur chaîne de valeur mondiale. Ces règles apporteront de la sécurité juridique aux entreprises et garantiront une plus grande transparence pour les consommateurs et les investisseurs. Nous soutenons ce texte également parce qu'il porte au niveau européen le combat que nous avons d'abord mené au plan national. Monsieur le député Dominique Potier, vous le savez mieux que quiconque, car vous êtes à l'origine de la loi sur le devoir de vigilance qui porte votre nom et dont notre pays s'est doté en mars 2017. Grâce à vous, la France a pu être pionnière en la matière. Car aujourd'hui, seuls 3 États membres ont déjà introduit des règles nationales sur le devoir de vigilance. Et si certaines entreprises ont également pris des initiatives, il faut maintenant agir à plus grande échelle, celle de l'Union européenne. Sous présidence française d'abord, nous avons fait de ce texte une de nos priorités. Mon gouvernement reste aujourd'hui pleinement mobilisé en vue d'obtenir le meilleur des textes possibles. Alors soyez assuré, monsieur le député, que nous travaillons sans relâche afin de parvenir à un texte ambitieux. Un texte ambitieux, c'est un texte qui ne transige pas avec les valeurs sociales, environnementales et humaines. Un texte ambitieux, c'est un texte efficace qui pose des règles claires. Un texte ambitieux, c'est un texte protecteur qui prend en compte les risques de concurrence déloyale de la part des acteurs qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles. C'est pourquoi, fort de notre expérience, nous plaidons pour un cadre de vigilance opérationnelle. Les discussions menées au sein de cette Assemblée avaient permis de trouver cet équilibre pour notre législation nationale. Nous pouvons aller plus loin en prévoyant des mesures de vigilance à la fois plus précises et plus exigeantes. En effet, les grandes entreprises ont de l'influence vis-à-vis de leurs filiales, fournisseurs et sous-traitants. Elles doivent utiliser cette influence, y compris sur leurs partenaires à l'étranger, afin de contribuer au respect des droits de l'homme et à la protection de l'environnement. Cette ambition doit être la même dans tous les secteurs d'activité concernés, sans traitement spécifique.
Nous sommes évidemment très attentifs à ce que le futur texte ne se traduise pas par une baisse des obligations de vigilance dans notre pays et je compte sur vous, monsieur le député, pour sensibiliser vos collègues européens en faveur d'un système pleinement équilibré, notamment sur la prise en compte des groupes d'entreprises. Mesdames et messieurs les députés, ce sont ces principes que nous portons dans les négociations en cours. Elles se sont accélérées ces dernières semaines. Nous espérons qu'il sera possible de parvenir à un accord lors du Conseil compétitivité jeudi prochain. Le travail continuera au Parlement européen. Nous espérons une adoption de ce texte majeur en 2023, en tout cas avant la fin de la législature. Soyez certains que nous sommes déterminés et mobilisés.